drapier, peste et domination. Jacques Auriol est un marchand, mercator, et drapier de Ganges, un bourg rural à une cinquantaine de kilomètres au nord de Montpellier. Eh bien, si on prend 1325-1364, les dates dans lesquelles on le voit agir dans la documentation, on comprend immédiatement que Jacques Auriol a vécu dans un moment de crise, moment de retour de la famine, il y a une crise climatique, et de la peste qui lui est liée en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte troublé, Jacques Auriol connaît, lui, une ascension sociale fulgurante. Pour la période 1325-1347, il est connu, ça et là, dans la documentation, par quelques créances, et en 1330 aussi par un acte où il vend du tissu de couleur, ce qui indique qu'il est déjà impliqué dans ses activités commerciales. Toutefois, on imagine à partir de ces quelques traces un petit drapier sans envergure sociale. Pour reconstruire le parcours de Jacques Auriol, j'ai employé des méthodes d'analyse réseau qui sont de plus en plus fréquentes en sciences humaines et sociales et en particulier en histoire. En appliquant des méthodes de clustering, ce que j'ai pu observer, c'est que le réseau de Ganges était organisé en 4 sous-ensembles qui correspondent à 4 espaces différents. Or, parmi ces 4 espaces, 3 au moins sont dominés par Jacques Auriol ou ses associés. Par des stratégies de connectivité, Jacques Auriol va non seulement se placer au centre du réseau de Ganges et de ses périphéries immédiates, mais il va aussi constituer un broker. Autrement dit, Jacques Auriol est celui qui est à la fois connecté au seigneur de Ganges, aux marchands montpelliérains en affaires et à la veuve endettée du village voisin. Alors, l'enjeu essentiel, en fait, de la vie de Jacques Auriol, le problème historien qu'on peut lui poser, c'est celle de la conversion d'un capital, d'un patrimoine économique, en prestige, en pouvoir. Autrement dit, la conversion d'une puissance en pouvoir. La première méthode qu'il emploie, c'est la prodigalité à l'égard de la communauté. En effet, dès lors qu'il prend le pouvoir, il va en particulier racheter les clés de la ville de Ganges. Ensuite, il entreprend une autre stratégie qui est celle d'acheter des terres. Tandis qu'il achète un mas, il est nommé dans l'acte domicellus, damoiseau, qui est le premier strate, au fond, de cette petite aristocratie locale. Cette stratégie, elle est d'autant plus intéressante sur un temps un peu plus long, puisque c'est posé pour lui la question de la reproduction d'une domination sociale, tandis que lui-même n'était pas le fruit d'une pure reproduction sociale. Et de ce point de vue-là, il adopte une stratégie tout à fait originale. Il va émanciper son fils, c'est une procédure connue du droit romain. Son fils, d'ailleurs, va adopter les mêmes stratégies que son père, à ceci près que lui, il va progressivement s'extraire de l'usure et du commerce du drap pour se concentrer sur le patrimoine foncier. Dernier élément de cette stratégie, il se voit dans le rôle stratégique des femmes dans ces alliances. En effet, Jacques Auriol va marier sa fille à l'amende à Béranger de Calatario, qui est un aristocrate local dont le père était endetté auprès de Jacques Auriol. Autrement dit, c'est une dot qui vaut créance. Globalement, à partir des années 1370, l'agrégation de la famille Auriol à l'aristocratie locale est faite, et jusqu'au XVIe siècle, en fait, on parle de la noble famille Auriol, signe du succès, en fait, de ces entreprises. Eh bien, comme souvent, Jacques Auriol est intéressant parce qu'il est à la fois commun et particulier. Il est commun parce qu'il représente bien ce monde des drapiers languedociens qui peut connaître une ascension sociale en dépit de ce climat de crise au XIVe siècle. Il est en revanche tout à fait particulier du point de vue de l'ampleur, en fait, de sa réussite et du luxe de stratégie qu'il déploie pour parvenir à ses fins. Et au fond, au-delà de cette dichotomie, il est intéressant parce qu'il permet de jeter un nouveau regard sur les crises du XIVe siècle, et en particulier sur les crises du XIVe siècle dans ce monde méditerranéen, en nous montrant qu'il est en définitive pas si figé qu'on pouvait l'imaginer autrefois.